Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Diane Douzillet, spécialiste police-justice à la rédaction de M6, et j'ai choisi de revenir sur l'énigme Xavier Dupont de Ligonnès, 10 ans presque jour pour jour après le début de l'enquête. Notre voix du crime est Bruno de Stabenrath, l'un de ses amis d'enfance. Dans le premier épisode, il nous a raconté leur adolescence versaillaise et la part d'ombre de Xavier. Le père de famille, membre du groupe de prière Philadelphia fondé par sa mère, était persuadé d'être l'élu, qu'il allait survivre à une apocalypse, mais celle-ci n'a finalement jamais eu lieu. Dans sa tête, je pense que c'est là où on peut considérer que son enfance, son adolescence et ce côté un peu ésotérique, mystico-religieux, apocalyptique a joué, je pense, dans sa décision. Se dire, je ne vais pas quitter ma famille, mais c'est ma famille qui va me quitter. Alors à 35 ans, pour Xavier, c'est la désillusion. Le mensonge maternel vient fragiliser un homme dont la situation professionnelle peine à décoller et dont le couple commence à battre de l'aile. Des signaux d'alerte que la voix du crime de cet épisode, Bruno de Stabenrath, analyse a posteriori dans un livre, L'ami impossible aux éditions Gallimard. Dans ce second épisode, il décrypte avec nous la descente aux enfers de son ami d'enfance, Xavier Dupont de Ligonnès, présumé innocent, mais suspect numéro 1. Bruno de Stabenrath, bonjour. Bonjour. En 2003, les difficultés s'accumulent donc pour Xavier Dupont de Ligonnès sur le plan professionnel, sur le plan financier. Et 2 ans plus tard, son couple vacille. Agnès, sa femme, le trompe. Racontez-nous. Elle le trompe avec son meilleur ami, donc pour lui c'est terrible, Michel Rétif, parce que on a dit que Xavier c'était un grand séducteur, pas du tout. Xavier le sexe, la sexualité et les filles c'était pas du tout son truc. Enfin, c'était normal quoi. Il a eu une adolescence normale, quelques petites amies. Donc il y a 2005, Xavier découvre que Agnès le trompe, en plus avec son meilleur ami, et très vite, Xavier va se dire il faut pas que je divorce. Il a besoin d'Agnès, il a besoin de l'argent, et puis il ne pourra pas payer une pension alimentaire, il n'a pas les moyens, et puis même en fierté personnelle. C'est-à-dire que Xavier ne veut pas faire ce que son père a fait, c'est-à-dire il ne veut pas quitter sa famille, il ne veut pas divorcer. Déjà qu'on va dire que dans le milieu, il a un peu mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'Agnès est beaucoup plainte auprès de ses cousins, des gens de la famille, en disant Xavier, il me pique tout mon héritage, quoi. Il me fait des promesses. Et puis c'est à ce moment-là, si vous voulez, où Xavier et Agnès sont beaucoup sur les forums catholiques, les forums comme Doctissimo pour Agnès. Et c'est intéressant parce que dans le cadre de l'affaire criminelle, vous voyez que c'est quelqu'un vraiment qui se révèle, qui parle de sa solitude, qui dit voilà, je vais avoir 45 ans, j'ai des cheveux blancs. Et puis elle cherche de l'affection, elle cherche des amants, enfin, elle cherche à être un peu heureuse parce que Xavier, toutes les semaines, il est sur les routes, c'est pas très agréable. Et après, quand il revient le vendredi, il est dans sa cave. Et donc, bref, le 2005, quand il découvre qu'Agnès le trompe, il est hors de question qu'il divorce. Et puis, donc, il va quand même quitter, il a sa fierté, il va quitter le domicile conjugal pendant plusieurs mois. Et il va être d'abord chez son copain garagiste, pas très loin. Il est un peu au bout du rouleau. Donc, il va recoller les morceaux avec Agnès et Michel Rétif. Et puis là, alors, déjà, il va faire un truc incroyable, et qui est quand même assez révélateur. Il va écrire une lettre au nom d'Agnès, où c'est Agnès qui parle, qui dit oui, je sais ce que vous pensez de Xavier, mais pas du tout. C'est un père merveilleux. Voilà, Lise, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs, mais Xavier a toujours été là. Enfin, c'est-à-dire que Xavier la force à signer la lettre en disant tout est rentré dans l'ordre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous avons une petite crise conjugale, mais comme beaucoup de couples. Enfin, et là, on voit quand même la pression que Xavier met sur Agnès et la façon dont il la manipule. Pour garder la face. Pour garder la face. Et en plus, pour la garder avec elle, il se pose des questions évidemment sur son couple, sur sa sexualité. Et là, ils vont trouver l'idée du triolisme. C'est-à-dire que Michel, de faire des boîtes un peu cheloues du côté de Nantes. Là, c'est un peu bon. On va pas juger si tu veux, mais pour moi, je me dis, c'est vraiment c'est le début de la fin, quoi. Donc là, clairement, c'est un autre Xavier qui apparaît, qui fait des choses qui ne lui ressemblent absolument pas. On sent qu'il perd pied, c'est un peu ce que vous pensez ?
C'était tellement la fin de tout. Il avait plus d'argent. Avec Agnès, ça marchait pas du tout. À un moment, quand son père est hospitalisé, il détourne de l'argent. Enfin, il fait que des choses pas bien, quoi. Emmanuel va en Égypte. Il a confié ses clés de son appartement à Xavier. Quand il revient, Xavier lui fait: Ouais, tu sais, je crois que tu as été cambriolé, en fait. Enfin, et puis il invente un char énorme, comme quoi il aurait ramené une fille. Et puis Emmanuel, il mène un peu son enquête et puis il se rend compte que non, que c'est Xavier qui a piqué les 6 000 € de cash et les bijoux de famille d'Emmanuel, qui étaient des bijoux qui venaient de sa mère. Et là-dessus, Xavier dit: Bah, de toute façon, les bijoux, tu vas être remboursé par l'assurance. Et puis les 6 000 €, je vais te les rembourser. Et il les a remboursés parce que Xavier, il était honnête. C'est-à-dire que toutes les dettes qu'il faisait, enfin, à un certain point, il les remboursait. Et quand, par exemple, il envoie ce courrier quelques mois avant de disparaître, enfin avant les crimes, à Emmanuel et à Michel Rétif, il envoie un fameux mail où il dit: Écoutez, là ça va pas du tout. Enfin, c'est là vraiment on sent qu'il est au bout du rouleau, quoi. Il dit: Si je trouve pas les 50 000 €, je vais foutre ma voiture dans un camion pour que Agnès touche l'assurance, ou les 600 000 €, mais c'est bidon. Et puis Xavier a aussi une maîtresse qui s'appelle Catherine, à qui il va emprunter de l'argent. Il va rencontrer 2 ans avant les crimes Catherine, qui est une amie, un flirt de vacances de Bréa. Et puis je crois qu'il va l'entendre un jour sur une radio concurrente témoigner. Et puis il va reprendre contact avec elle. Mais c'est là en même temps où c'est assez intéressant parce que tu te dis: Xavier, il a de beaux restes. Parce qu'il a beau être au fond du trou, parce qu'il est vraiment au fond du trou, il va réussir à reséduire une femme. Au départ, il y a forcément l'admiration, c'est-à-dire qu'il aurait rêvé peut-être d'avoir une compagne qui soit heureuse, qui soit indépendante, qui soit une femme d'affaires, ce qui est le cas de cette femme qui s'appelle Catherine, et puis avec lequel il va avoir vraiment un coup de foudre, quoi. Alors déjà, je pense qu'il lui ment. Il lui dit: Oui, je suis à la tête d'une affaire florissante, j'ai monté ma boîte, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors il doit se plaindre un peu à propos d'Agnès pour un peu attirer la pitié sur lui, et de façon à ce qu'elle sente un peu que c'est un mec disponible, quoi. Et donc il va, au bout d'un moment, il va dire: Écoute, là je monte la boîte et tout ça, est-ce que tu veux rentrer à hauteur de 50 000 €, ce qui est pas rien, quoi. Et je pense que c'est une erreur majeure, parce que s'il avait été un peu malin, il aurait négocié ça de façon autrement. Il aurait gardé cette Catherine comme maîtresse. Il n'aurait pas pris de l'argent et il aurait dit à Agnès: Écoute, je prends du recul, j'ai besoin de réfléchir. Ils n'étaient pas obligés de parler de divorce et tout ça. Donc, et Catherine, si tu veux, va se rendre compte assez rapidement, parce qu'elle est assez fine et plutôt intelligente, que Xavier, bah, il n'a pas un rond devant lui et qu'en fait, les 50 000 € ont servi à payer ses dettes. Et dès le moment où elle va commencer à lui dire de rembourser les dettes, il n'y a plus personne. Et là, elle va commencer à alerter les huissiers vont débouler à Nantes. Ensuite, Xavier va changer l'adresse, va la mettre chez Emmanuel Teneur pour qu'Agnès tombe pas sur les avis de passage des huissiers. On arrive un peu dans une spirale où Xavier va arriver à une échéance qui va être terrible. Mais bon, une échéance dans laquelle certains couples passent, tu vois, échec d'un couple, échec du boulot, chômage, enfin, ça arrive à plein de Français sans que ça débouche sur un drame. Et face à toutes ces difficultés, Xavier Dupont de Ligonnès a, selon vous, choisi la solution la plus improbable. Et dans sa tête, je pense que c'est là où on peut considérer que son enfance, son adolescence et ce côté un peu ésotérique, mystico, religieux, apocalyptique a joué, je pense, dans sa décision. Se dire: ben, je ne vais pas quitter ma famille, mais c'est ma famille qui va me quitter. Xavier aurait été incapable de se suicider. C'était pas dans son ADN. T'as des gens, c'était pas un dépressif. Et je pense aussi, pour moi, ça fait partie aussi de la psychologie de Xavier. Et on se ressemblait d'ailleurs de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais craqué. Xavier a eu tous les malheurs du monde, on va dire entre guillemets, à partir des années 2000, et il a jamais fait de dépression nerveuse. Il a jamais, il le dit dans une lettre. Il dit: c'est étonnant. C'est-à-dire qu'évidemment, il a des nuits d'angoisse, des nuits où il se réveille en sueur. Mais si c'est quelqu'un qui avait fait une dépression nerveuse terrible, ça l'aurait mis par terre. Il aurait fait ce qu'on appelle le lâcher prise. Il se serait remis en question. Là, c'est pas un dépressif, on va dire que c'est un comportement de surpressif. C'est-à-dire que tout monte en puissance. C'est-à-dire, je vais être acculé. Qu'est-ce que je fais de ma famille? Et je pense que c'est à ce moment-là, ou 2 ans avant, il sent qu'il va vers le mur, que Catherine lui met la pression, qu'il y a les huissiers. Et c'est là où toute la psychologie un peu déviante va se mettre en place et qu'il va décider de supprimer sa famille. Et donc d'arriver à ce qu'on appelle le crime altruiste.
C'est-à-dire, je supprime ma famille pour leur éviter le déshonneur, le chagrin, la honte. Et puis finalement, entre la vie et la mort, il n'y a pas de grande différence. On est dans l'univers. Ils monteront au paradis. Mes enfants, vous montez aux cieux. Je vous mets des petites médailles religieuses dans votre cercueil et vous allez être accueillis au paradis avec les anges. Et c'est à ce moment-là, donc, il va prendre cette décision terrible. Mais moi, je pense qu'il a une revanche énorme à prendre sur la société, même sur la justice, sur les huissiers, sur tout ce système qu'il a mis plus bactère. Et que Xavier, dans son orgueil et dans sa grande intelligence, c'est un joueur d'échecs, hein, dès le moment où il va prendre sa décision totalement absurde, va mettre en place sa fuite. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a presque 17 jours d'avance sur la police. RTL Midi 12h40, Tony Cousin. L'enquête sur le quintuple meurtre de Nantes avec une nouvelle étape ce matin, la traque de Xavier Dupont-Ligonnès s'intensifie. Les recherches se concentrent dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent plus précisément. C'est là que la voiture du principal suspect a été retrouvée vendredi dernier sur le parking d'un hôtel. Pierre Thébault, vous êtes sur place pour RTL. Les enquêteurs ratissent le secteur avec notamment des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, hein, c'est bien ça? Exactement, 5 chiens appartenant aux gendarmes du groupe d'investigation cynophile de Gramat dans le Lot et qui ont commencé à quadriller le terrain vers 10h tout à l'heure. Ce sont des chiens de race berger allemand, berger belge malinois, Staffordshire, bull terrier, des chiens tous spécialisés dans la recherche de restes humains, nous ont dit leurs maîtres. Donc clairement ici depuis ce matin, c'est surtout un corps que recherchent les enquêteurs. Et pourquoi ici, juste dans la forêt de Palaisan, juste au-dessus de l'hôtel Formule 1 de Puget-sur-Argent? Eh bien tout simplement pour vérifier un témoignage selon lequel le 15 avril dernier, quelqu'un aurait vu Xavier Dupont de Ligonnès quitter l'hôtel le matin à pied avec un sac à dos sur les épaules. Pour moi qui le connais, il disparaît pas là par hasard. Il sait qu'il y a des montagnes, des falaises, des rivières, un maquis. Et c'est ce qui s'est exactement passé. C'est que pendant 1 mois et demi, 2 mois, les secouristes, les pompiers, l'armée, les gendarmes ont cherché et tous pensaient que Xavier s'était tué. C'est-à-dire que, comme un joueur d'échecs, il s'est dit si jamais si jamais on découvre les corps, il faut que j'ai quand même un laps de temps pour partir loin. Si on retrouve, évidemment, on va retrouver ma trace à Roquebrune-sur-Argent parce qu'il n'est pas idiot, il sait qu'il y a des caméras. Ils vont chercher, donc je vais encore gagner du temps. Et donc, il était assez malin sur le coup-là. Puis on peut dire que la police et la gendarmerie, qui ont quand même très bien fait leur boulot, n'ont pas eu de chance. Bruno de Stabenrath, dans votre livre, vous expliquez pourquoi vous pensez que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant, mais pour certains membres de sa famille, comme sa sœur Christine, non seulement il est vivant, mais les corps retrouvés ne seraient pas ceux d'Agnès et des enfants. C'est vrai qu'à posteriori, il faut bien réfléchir. Pourquoi ils disent qu'il est vivant? Puisque la famille de Versailles, Christine, dit que c'est pas les corps sous la terrasse. Elle dit que c'est pas, qu'il y a des erreurs. Pour moi, c'est horrible à entendre, hein, parce que c'est vraiment les corps. Vous pensez bien que à l'époque, le procureur Ronsin, il y a les empreintes, l'ADN des enfants. On sait bien que c'est une mère avec il y a 3 ADN différentes. Il y a l'ADN d'Angers chez Agnès. Il y a l'ADN d'Agnès et du vrai père d'Arthur, puisque c'était pas Xavier. Et ensuite, l'ADN des 3 enfants, de Thomas, Anne et Benoît. Donc vous imaginez, si c'était pas les corps, si c'était une mafia qui avait tué Agnès et les 4 enfants, il aurait fallu qu'ils trouvent une mère avec des ADN différentes, ensuite un fils avec le même tatouage, puisque Arthur avait un tatouage, c'est n'importe quoi. Dans l'hypothèse où Xavier est bien coupable, vous pensez que Philadelphia a pu jouer un rôle, a pu l'aider? Quand on réfléchit déjà au mobile criminel, pourquoi Xavier a tué sa famille? Est-ce que Philadelphia aurait armé son bras? Est-ce que des membres de Philadelphia aurait aidé Xavier à une exfiltration? On est obligé de penser à tout ça. Et puis, si tu veux, on est quand même dans un certain milieu où il y a une solidarité assez colossale, surtout dans ces mouvements un peu cathos. Et puis, quand vous connaissez quelqu'un depuis 30, 40 ans, 50 ans, et qu'on vous dit j'ai mon fils qui a fait une connerie, est-ce que tu peux l'aider? En plus, qu'on pouvait tout à fait manipuler, on va dire, ces gens en disant sa famille a été assassinée. Vous vous rendez compte, s'il se livre à la police, il va être tué. Donc, il faut le sauver. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Il y a des questions qui se posent. Puis c'est la raison aussi de ce livre, c'est de faire bouger des lignes. Alors, où est Xavier Dupont de Ligonnès aujourd'hui? Vous avez votre idée? J'ai pas mon idée. J'essaie d'être factuel. Donc j'essaie aussi de raccrocher ça à des souvenirs. Le cargo.
on trouvait que c'était génial de voyager en cargo. Parce qu'en 2011, quand Xavier disparaît, il n'y a pas toutes les mesures de sécurité dans les aéroports, dans les ports. Et que pour moi, Xavier, dans le moment où il disparaît de Roquebrune-sur-Argent, il peut tout à fait partir assez loin. Alors, moi, je voyais le nord, je voyais plutôt Hambourg, je voyais plutôt un port. Il prend un cargo, il va sur l'Amérique latine parce qu'il parlait espagnol, qu'il était brun, il avait la pommade. Pourquoi pas? Il y a une espèce de, de réflexe en disant s'il s'est barré, où il s'est barré. Et puis, il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Il y a aussi l'Australie, parce que l'Australie, Arthur en parle à ses copains. Et puis, qu'on se souvient que les derniers mois avant les crimes, Agnès est très inquiète. Elle se confie à des amis, elle se confie à un prêtre. Et puis à un moment, il y a une scène qu'on m'a racontée absolument incroyable, où dans le jardin, mais là on est peut-être 3 semaines ou 4 semaines avant les crimes, Xavier fait un grand barbecue dans le jardin de Nantes, avec, je crois qu'il y a Thomas et Benoît. Ils font cramer plein de papiers, comme quelqu'un qui veut, ne pas laisser de traces. Mais je pense que Xavier pouvait tout à fait dire à Agnès et aux 4 enfants, j'ai trouvé un job en Australie et on va tous partir là-bas. Puisque Arthur en parlait et même Agnès en a parlé à une de ses belles-sœurs. Donc, on va considérer que, et comme Xavier souvent se coupe la branche sur laquelle il est assise, pourquoi pas l'Australie? Et moi, j'étais en Australie il y a à peu près 2 ans. Et c'est vrai qu'on est loin de tout et que l'affaire Ligonnès, tout le monde s'en fout. Et comme je dis, aujourd'hui, personne ne recherche Ligonnès. Ligonnès, une petite cellule dentaire, mais c'est pas un narcotrafiquant, c'est pas un terroriste, c'est pas un cyberdélinquant, c'est pas un bandit de grand chemin, il n'est pas lié au grand banditisme, donc personne ne recherche Xavier. Xavier Dupont de Ligonnès était aussi passionné par les États-Unis. Il y avait un endroit qu'il affectionnait particulièrement. Moi, j'ai plein de photos que Xavier m'avait données à l'époque, et notamment sur ce dernier voyage aux États-Unis. Et il y a un endroit, il est venu plusieurs fois, qui s'appelle Alpine, qui est au Texas, qui est un petit village où il y a beaucoup de ranchs. Et là, j'avais plein de photos avec notamment Michel Rétif, qui était le vieux copain de Xavier, avec qui il partait tout le temps en voyage. Et j'avais des photos donc de Michel, de Xavier, dans ce ranch, avec cette fille qui s'appelle Mindy. Mais j'ai pas le nom de famille de Mindy. Et je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, c'est vraiment une piste à exploiter. Parce que c'était vraiment pour Xavier, si vraiment il y a un endroit où il rêvait de finir sa vie, alors à l'époque il me disait, je terminerai avec Agnès et les enfants, mais les choses ont un peu évolué. Et voilà, et je me suis dit, pourquoi pas le Texas, il faudrait une enquête ou que ça soit mandaté par Interpol ou j'en sais rien. Il y a aussi un truc qui est revenu l'année dernière qui était la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est assez intéressant parce que, pareil, Xavier connaissait ce qu'on appelle la théorie des 3 frontières, c'est-à-dire d'être capable en une nuit, en une après-midi, en une journée, de franchir une frontière et de disparaître. J'ai eu 3 témoignages indépendants, comme quoi quelqu'un l'avait reconnu, au nord de la Thaïlande, à la frontière du Laos, du Cambodge. Et la Thaïlande, c'était pas une mauvaise idée parce que c'est un pays où il n'y a pas l'extradition. C'est un pays extrêmement corrompu, c'est un grand pays, c'est un pays où on n'est pas embêté, Et puis que je voyais assez bien Xavier, en fait, refaire sa vie, et puis on m'avait donné des détails qui étaient assez troublants. Et puis quelques mois après, il y a eu l'affaire de Glasgow. Le 11 octobre 2019, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Xavier Dupont de Ligonnès aurait été arrêté à l'aéroport de Glasgow. Fin de cavale pour cet homme qui aurait changé d'apparence physique pour mieux passer inaperçu. Mais dès le lendemain, l'information sera rectifiée. Après 16 heures d'incertitude, les tests ADN ont donc parlé. L'homme arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Incroyable méprise. Cet homme est un citoyen ordinaire. Il s'appelle Guy Joao. C'est un Français d'origine portugaise qui partage sa vie entre la France et l'Écosse. Originaire de Limay, dans les Yvelines, où nous allons aller dans un instant. Il se rendait fréquemment dans la région de Glasgow pour rejoindre sa femme qui vit sur place. On imagine ce qui lui est tombé sur la tête quand on lui a dit hier soir qu'il était l'homme le plus recherché de France, suspect numéro 1 du quintuple meurtre de Nantes il y a 8 ans. Bruno de Stabenrath, quand vous entendez ces nouvelles, comment est-ce que vous réagissez ? Comme c'était très concomitant avec ce qu'on m'avait dit sur la Thaïlande, mais comme j'avais pas de preuves, et je m'étais dit quand même c'est bizarre. Et quand il y a eu l'affaire de Glasgow, je me suis dit ah ouais,
Ok, Xavier il a dû comprendre qu'il avait été repéré et hop, il se rapatrie en Europe. Alors est-ce qu'on l'a aidé? Pourquoi pas? Et il y avait une espèce de cohérence. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de preuves, on n'a aucune trace quand même depuis le 15 avril 2011, quoi. Mais je pense que ça va bouger, hein. Vous venez d'écouter la deuxième partie du podcast des Voix du crime consacrée à l'affaire Dupont de Ligonnès. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.